D'un crowdfunding lancé en novembre 2018, Respire a aujourd'hui vendu plus d'1 million de produits, servi plus de 50 000 clients avec un Shopify, un site e-commerce qu'on peut construire en moins d'1 heure, en commençant avec un seul produit, un déodorant naturel, ce qui existait déjà sur un marché très encombré. Aujourd'hui, la marque propose une gamme d'une quinzaine de produits, trouvables même en Monoprix et Sephora. Comment ils ont fait? Comment ils ont atteint une telle réussite en si peu de temps? Surtout que la croissance de Respire, jusqu'à encore très peu de temps, était 100% organique. Eh bien, c'est avant tout une belle histoire scénarisée au millimètre, dont le résultat a même dépassé les espérances des fondateurs. Respire a 2 fondateurs, mais on ne connaît que Justine Hutto, la jeune et charismatique entrepreneur, tellement elle incarne la marque. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien, ça ne s'est pas joué à pile ou face. Cette belle histoire publique que tout le monde connaît a des coulisses qui ont d'ailleurs été vivement attaquées et critiquées, on va le voir, mais des coulisses passionnantes, et c'est ce qu'on a décidé de vous partager aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble toute la stratégie marketing et de croissance de Respire. On reviendra sur leur passage dans Qui veut être mon associé, sur les polémiques qu'ils ont pu susciter et sur les volets parfois obscurs de leur communication. En bref, on passe en revue ensemble tous les enseignements business et growth marketing de Respire, un cas d'école. Pour commencer, je voudrais vous parler de la notion d'océan rouge et d'océan bleu. Ce sont des termes de stratégie d'entreprise qui ont été définis par des chercheurs français au début des années 2000, Chan Kim et René Mauborgne. Le concept est simple. Lorsque vous lancez un nouveau produit ou un nouveau business, si vous vous lancez dans un marché très concurrentiel, eh bien vous allez rencontrer plusieurs difficultés. D'abord, ça va être difficile de vous faire votre place sur ce marché où il y a tous ces concurrents. Et même si vous arrivez à vous faire votre place, eh bien vous allez créer une guerre, souvent une guerre des prix, où vos concurrents vont baisser leur prix, tirer leur prix vers le bas, pour rester plus intéressant que vous, ce qui va vous amener à votre tour de tirer vos prix vers le bas, ce qui va finalement faire baisser les marges de tout le monde. On appelle ça la baisse tendancielle des taux de profit. Et bien sûr, il s'agit d'un océan rouge. Rouge probablement pour le sang de tous les prédateurs qui s'entretuent dans cet océan. En te lançant dans un océan rouge, tu es obligé de te battre en frontal avec tes concurrents et de tout miser sur les coûts d'acquisition ou sur les effets d'échelle pour faire baisser tes coûts de production et donc garder un petit peu de marge. Dans tous les cas, c'est une affaire de gros sous. Il existe également des marchés où il est facile de se différencier et des marchés où il est difficile de se différencier. Prenons un exemple. Si ton entreprise vend des parpaings, il est très difficile de te différencier par rapport aux concurrents. La plupart des clients veulent acheter exactement le même parpaing et tu auras beaucoup de difficultés à faire une campagne marketing et à te différencier en proposant des parpaings roses ou des parpaings qui sentent la fraise. Ça n'intéresse pas ton client. Ton client s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'acheter le moins cher possible parce qu'il va acheter toujours la même chose et en très grande quantité. Et donc, c'est bien une guerre des prix. Un exemple, au contraire, d'un marché très différencié, c'est le marché du smartphone. Chacun peut créer son propre smartphone avec ses avantages, ses inconvénients, un meilleur appareil photo ou un smartphone qui est plus facile pour jouer à des jeux sur son téléphone, etc., etc. Apple peut se permettre de vendre son smartphone 2 fois plus cher que tout le monde parce qu'ils sont les seuls à proposer iOS et à introduire de nouvelles fonctionnalités très régulièrement comme le Face ID, Apple Pay, etc., etc. Surtout, ils positionnent leur produit comme un produit de luxe qui permet de démontrer son appartenance sociale. C'est un élément de différenciation. A l'inverse, si vous vous lancez dans un marché nouveau, eh bien vous n'avez pas tous ces problèmes. Vous pouvez lancer un produit qui n'aura pas de concurrence puisque le marché est nouveau, le vendre au prix que vous voulez et bien sûr générer une forte marge. Pour autant, s'il n'y a personne sur ce marché, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Soit vous êtes effectivement le premier sur ce marché, soit il y a déjà d'autres personnes qui se sont essayées à ce marché qui sont arrivées à la conclusion qu'il n'y avait pas de marché, que le marché était trop petit ou que ça n'intéressait pas les clients. Il n'y a pas forcément de product market fit. Si c'est un marché nouveau mais qui a du potentiel, eh bien on appelle cela un océan bleu. C'est un océan où il n'y a pas de prédateurs, un océan finalement calme et vide de toute bestiole qui s'entretuerait. Un bon exemple d'océan bleu est la société Uber. Lors de sa sortie en 2009, le concept de commander un taxi sur son smartphone, de pouvoir le suivre en temps réel, était complètement nouveau.
il n'avait aucun concurrent. Ce n'est bien sûr plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a de très nombreux concurrents, et comme souvent, un océan bleu finit par se transformer en océan rouge. Quand la société française Itch se lance en 2013, eh bien, le secteur est devenu un océan rouge, et Itch doit se différencier pour percer. Itch choisit alors de se différencier en choisissant une niche spécifique, les étudiants qui rentrent de soirée le week-end de Paris vers la banlieue. Donc, pour se différencier dans un océan rouge, il faut soit adresser une niche bien particulière, soit créer une marque très forte. C'est ce qu'a fait par exemple Nike, mais une marque très forte, c'est très difficile et très coûteux à établir. C'est souvent pas une possibilité pour une start-up. Quand Respire se lance, il se lance dans un marché océan rouge. Le marché des déodorants est extrêmement concurrentiel, sursaturé et contrôlé par des géants mondiaux comme Procter & Gamble, Unilever, et dont l'une des clés de réussite est la distribution. Le marché du déodorant en France, c'est un marché énorme puisque ça concerne 2 aisselles par Français et plus sérieusement, c'est un marché à plusieurs centaines de millions d'euros et il est en croissance stable. Il est partagé essentiellement entre ces grandes marques distributeurs dont je viens de parler et les MDD, c'est-à-dire les marques des magasins directement. Il y a donc très peu de place pour un nouvel entrant. Respire aurait pu, pour se différencier, surfer sur la vague du bio, mais Respire avait déjà des ambitions énormes, grand public. Or, malheureusement, la plupart des déodorants bio fonctionnent mal, ne fonctionnent pas vraiment. Pour conquérir le grand public, il faut un déodorant qui fonctionne vraiment, et donc, ils ne pouvaient pas s'attaquer au bio, il fallait faire autrement. On reviendra dessus tout à l'heure et on verra que finalement, ça n'aura pas été un problème pour eux. Il fallait donc trouver un autre moyen de se différencier, et le moyen que Respire a trouvé, c'est le branding. Donc Respire, en tant qu'idée de départ, à savoir un déodorant naturel, c'est comme le dit Gabriel, sur un marché océan rouge. Ça paraît même perdu d'avance face à de gros acteurs qui ont la promo, la distrib, les grosses marques connues. Le jour où j'ai décidé de lancer un déodorant et que je l'ai annoncé à mes parents et qui m'ont regardé en mode « tu vas lancer un déodorant ». Mais pourquoi faire? Le seul moyen d'exister sur ce type de marché, c'est d'avoir des éléments de différenciation forts. Alors déjà, on peut être sûr que cela ne vient pas vraiment du produit en lui-même. Les propriétés du déodorant sont certes naturelles, mais elles n'ont rien de différenciant sur le marché. La preuve, à la sortie de la crème solaire Respire par exemple, certaines critiques ont commencé à apparaître, notamment sur le fait que la crème solaire en question est trouvable à l'identique sous d'autres marques. Dans cet article de Karl Riaki, une personne travaillant dans la cosmétique, on nous explique que Respire ment en faisant croire que la crème est unique sur le marché. Mensonge ou pas, ce qui est objectivement vrai, c'est que le labo qui l'a produit la revend à d'autres marques en marque blanche. Il n'y a donc en réalité aucune différence entre la crème solaire Respire et la crème solaire Praia, excepté une chose, le branding. C'est ça, le branding qui différencie Respire des autres marques avec la même proposition de valeur. Pour revenir à la définition du branding, parce que c'est important, il s'agit de la perception par le client des attributs et de la personnalité d'une marque. Soit. Mais quel est le branding qu'on perçoit de Respire alors? Avant d'étudier ça plus en détail et voir de quelle façon on peut travailler son branding, on peut déjà se demander à quoi ça sert de travailler son branding. À quoi ça sert pour Respire? Essentiellement parce que cela donne une direction à la communication. Cela raconte une histoire cohérente et intelligible, donnant un sens à l'achat du produit Respire. Il ne faut donc pas vendre l'article, mais vendre le pourquoi de l'article, le why. Start with why, ce fameux concept de Simon Sinek, un conférencier et auteur de best-sellers sur la motivation et le management, d'après Wikipédia. Ce concept qu'il a déroulé au cours d'un des TED Talks les plus vus de l'histoire. Commencer par le pourquoi. Dans cette conférence, il introduit la notion de Golden Circle. Le Golden Circle est fait en 3 niveaux. Le what, c'est quoi? Ce que concrètement les entreprises font, ce qu'elles vendent. Le how, c'est comment elles le font. La proposition de valeur qui est censée différencier une marque de ses concurrents. Mais souvent, les boîtes s'arrêtent là. Ce qui laisse finalement peu de marge de manœuvre pour se différencier dans un océan rouge. Mais le niveau why, c'est pourquoi elles font ça. Cette conférence de Simon Sinek évoque le fait d'inspirer les gens de manière générale, de leadership dans un groupe, mais pas forcément de branding. Et c'est justement là que c'est intéressant, car c'est justement cette transition vers le leadership d'une communauté qui s'opère. Ce Golden Circle n'est bien sûr pas valable pour toutes les marques. Par exemple, Coca-Cola n'a pas de why. Personne n'est capable de dire c'est quoi le why de Coca-Cola. C'est bien le what que les gens achètent. Appliqué au marketing, ce why, c'est justement quand on
essaye d'embarquer une communauté dans une aventure, de créer une tribu. Cela a bien sûr à voir avec le marketing de tribu, concept de Seth Godin, un marketeur lui pour le coup, qui consiste à fédérer une communauté d'individus autour d'une cause commune. Car une fois fédérée, la communauté devient le premier élément de promotion et de croissance organique. Croissance organique se faisant grâce à la recommandation, donc le bouche à oreille, et la forte rétention de ses membres, créée par l'adhérence de l'effet de communauté. Vendre un why et créer une communauté basée là-dessus est donc le meilleur moyen de se différencier et de commencer à construire sa croissance. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Respire. C'est quoi donc le why de Respire? C'est dur de passer à côté tellement il a été répété. Le voilà. En début 2018, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. Les médecins ont commencé à me sensibiliser sur les produits que je mets sur mon corps, et notamment sur les déodorants. Une volonté de transparence et de naturel dans les produits cosmétiques. Avec une bonne couche de storytelling, on va l'aborder. Pour étudier en détail le branding de Respire, je vous propose d'utiliser un outil qui s'appelle le MVB, pour Minimum Viable Brand. Une sorte de plateforme de marque pour communiquer, mais en version simplifiée, et utilisable pour n'importe quel type de business. Cette méthodologie de MVB part des valeurs des fondateurs. Pour un MVB, il faut désigner ses ennemis, choisir des armes. Pour un MVB, on détermine une mission, et enfin une tonalité et une apparence. Quel est donc le MVB de Respire d'un point de vue extérieur? Dans les valeurs, on a donc la transparence, le naturel, la santé. Sur le site, on peut voir les valeurs suivantes: naturel, efficace, made in France et vegan. En vérité, vegan et made in France ne sont pas des valeurs exploitées dans le branding de Respire. C'est juste des arguments faciles à ajouter, c'est dans l'air du temps et ça coûte rien de les mettre. Par contre, naturel, c'est sûr, et efficace a très à voir avec l'aventure entrepreneuriale justement, et avec le sport, qui est lié à la bonne santé et qui est très présent depuis le début de l'aventure. L'ennemi de Respire, c'est le marché des cosmétiques opaques et dangereux pour la santé. Justine Hutto nous dit qu'elle avait envie de créer une marque en laquelle les gens pourraient avoir confiance. Sous-entendu, les autres marques ne sont pas dignes de confiance. Le reste de l'océan rouge, quoi. Seul contre tous. Avec quelles armes Respire combat son ennemi? De la façon dont c'est présenté, l'arme, c'est ni le produit, ni le process de fabrication. Ce qui fait la différence, c'est la détermination et surtout la force de la communauté. Du premier crowdfunding jusqu'à aujourd'hui, la communauté est impliquée dans la réussite de l'aventure entrepreneuriale. C'est ça l'arme de Respire. La mission de Respire est donc assez forte. C'est carrément sauver les consommateurs des produits toxiques qu'ils se mettent sur le corps sans le savoir. Enfin, pour compléter le MVB, on a une tonalité très franche et directe, très dans la proximité, dans l'inclusion. Hello à tous! Aujourd'hui. Ce qui correspond à la valeur transparence. Et pour l'apparence, visuellement, on est à fond sur le naturel et le minimaliste très épuré. Ce qui résonne bien entendu avec le naturel et la pureté des produits Respire. Le nom de la marque est quant à lui juste exceptionnel. Une invitation familière à respirer en toute confiance. Grâce bien sûr à la transparence de la marque et son côté chaleureux et inclusif qui rassure. Respirer quoi? Une bouffée d'air pur bien sûr, débarrassé de tous les produits toxiques. Respire Naturel était d'ailleurs le premier URL de leur site, tout comme c'est encore le nom de leur compte Instagram. Cela renforce donc bien sûr notre idée de l'importance du naturel dans le branding de la marque. Cette invitation à passer à l'action dans le nom de la marque était déjà présent dans le premier nom qu'ils avaient choisi. Avant même Respire, cela s'appelait Décide. Ils ont donc toujours eu dans l'idée d'inclure les clients dans leur aventure, dans leur tribu. Fort de cet état d'esprit, il était naturel pour Respire, t'as compris? Il était naturel pour Respire de commencer par une campagne de crowdfunding, un financement auprès de sa communauté. Quoi de mieux pour fédérer sa tribu que de les rendre acteurs de votre projet et de les rendre investisseurs dans celui-ci. C'est ce que fait Respire en 2018, ce qui leur permet de prévendre 20 000 déodorants à leur communauté d'un peu plus de 7 000 personnes. Tu notes au passage que 20 000 déodorants pour 7 000 personnes, ça fait à peu près 3 déodorants par personne, ce qui te montre déjà à quel point la communauté est impliquée. Détail important, les participants à cette campagne de crowdfunding ne deviennent pas du tout actionnaires de Respire ou investisseurs. Ils précommandent simplement des produits. Souvent sur cette chaîne YouTube, quand j'analyse des startups, c'est des startups qui nous proposent d'entrer au capital et de devenir actionnaires. Ce qui est plus intéressant pour nous si la startup fonctionne plus tard. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est une technique redoutable pour une entreprise parce que ça lui permet de se financer et d'avoir de l'argent, comme pour une levée de fonds,
mais sans avoir à distribuer son capital, et donc en gardant le contrôle et 100% du capital de sa société. Respire décidera de maintenir cette stratégie et de ne pas faire appel à des investisseurs pour les 2 premières années de son existence et de sa croissance, et de continuer à bootstrapper, ce qui veut dire tout financer soi-même. L'avantage est toujours le même, garder son capital et garder le contrôle absolu de sa boîte. Beaucoup de jeunes startups choisissent d'aller lever des fonds auprès d'investisseurs pour pouvoir justement investir dans leur croissance, mais Respire nous montre ici que ce n'est pas un absolu et qu'il existe une autre voie, un autre chemin, qui est tout simplement d'aller chercher de l'argent auprès de ses clients. Ça paraît bête à dire comme ça, mais c'est quelque chose que parfois les startups oublient. Eh bien, les clients sont bien sûr le meilleur endroit où aller chercher de l'argent pour investir dans sa croissance. Si on n'a pas cette possibilité, on peut essayer d'aller chercher des investisseurs, mais Respire avait tout simplement le luxe de pouvoir se passer d'investisseurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Pour autant, il y a fort à parier que Respire ait fait appel à du financement non dilutif. C'est tout simplement du financement pour lequel il ne faut pas vendre des parts de sa boîte. C'est en général des aides, des subventions, des prêts. Il en existe énormément pour les startups. Ça peut être des prêts de la BPI, ça peut être des aides de telle ou telle région dans lesquelles vous vous trouvez, etc., etc. Je vous mets un lien en commentaire puisque ces aides sont nombreuses et elles aident beaucoup de startups. Je dis qu'il y a fort à parier parce que il est peu probable que Respire ait réussi à financer des dizaines de milliers de commandes de production sans avoir un apport de cash quelque part et uniquement sur fonds propres, puisque bien sûr, il faut produire, créer les différents produits avant d'être capable de les vendre, et en général, il faut produire des séries en grande quantité et donc apporter un certain cash dès le départ. Ils ont pu également peut-être faire appel à une banque pour financer des productions déjà vendues ou pré-vendues, et à ce titre, l'arrivée de Respire dans les Monoprix en 2019 a dû beaucoup les aider. Accédant immédiatement à une distribution massive et à une visibilité nationale, Respire a instantanément changé de statut pour devenir une boîte beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante, ce qui lui a très probablement permis de se financer beaucoup plus facilement auprès des banques. Tu le sais sûrement, la plupart des banques ne prêtent pas aux startups car elles jugent cela trop risqué. C'est pour cela que les startups font appel à des investisseurs comme toi et moi qui sont prêts à prendre plus de risques. Mais lorsque Respire se retrouve distribuée dans toute la France dans les Monoprix, elle dépasse instantanément son statut de petite start-up pour devenir une véritable entreprise, une PME française à laquelle les banques sont très probablement tout à fait enclins à prêter de l'argent. On peut donc considérer qu'aujourd'hui, Respire est une société mature, bien plus avancée que l'image start-up qu'elle se donne pour impliquer sa communauté. Pourtant, à l'été 2019, Respire participe à l'émission Qui veut être mon associé, qui sera diffusée en février 2020 sur M6. Je vais ici analyser la société Respire à partir de la thèse d'investissement et des critères d'investissement de Léonis. Lorsque l'on investit, on choisit ce qui s'appelle une thèse d'investissement, c'est-à-dire un ensemble de critères qui vont nous permettre de déterminer si on veut investir ou pas dans telle ou telle société. C'est une façon de choisir et de sélectionner ce dans quoi on va investir. Certains fonds d'investissement investissent dans la pharmaceutique ou la santé, certains investissent uniquement dans les transports par exemple, pour ce qui est des secteurs. Certains fonds d'investissement choisissent des business models, ils n'investissent que dans le software as a service, le SaaS. D'autres n'investissent que dans des entrepreneurs qui ont déjà fondé et revendu une première société, etc., etc. Tout ça, ce sont des choix arbitraires de la part des personnes qui créent le fonds ou qui dirigent le fonds et qui leur permet de sélectionner. Chez Léonis Investissement, notre approche est multisectorielle, mais chaque investissement que nous faisons doit répondre à un certain nombre de critères très précis dont je vais te parler maintenant, et bien sûr, si tu veux aller plus loin sur ces critères ou les découvrir, tu peux les télécharger, je te mets un lien dans la description. Quand Respire arrive dans Qui veut être mon associé, il cherche 100 000 € pour 5% du capital, ce qui donne une valorisation de 2 millions d'euros de la société. Plusieurs critères de Léonis Investissement sont respectés de façon très évidente. Un marché existant et en croissance, une monétisation évidente puisqu'ils vendent leurs produits et une réelle traction pour la marque puisqu'ils ont démontré pas mal de ventes ces derniers mois. D'autres critères ne sont pas respectés. Il s'agit d'un produit physique et donc il n'y a pas de scalabilité absolue. Dans les produits digitaux, bien sûr, on a une scalabilité infinie, mais dans les produits physiques, plus vous produisez en grande quantité, plus vous faites baisser les prix. Il y a quand même une certaine scalabilité et un certain effet d'échelle, bien sûr,
mais il y aura toujours un coût de production. Quand vous vendez votre 1 millionième déodorant, il faut toujours le produire, il y a toujours des coûts fixes, donc il n'y a pas une scalabilité infinie comme on la recherche dans les produits digitaux. Avec le digital, bien sûr, on a des effets d'échelle infinis, il suffit de produire une fois et ensuite on peut encaisser à l'infini sans avoir de coût de production. Pensez à Zoom, à chaque fois que vous lancez une réunion, vous utilisez un logiciel qui a été codé une fois, mais pour chaque client payant supplémentaire, eh bien Zoom encaisse toujours plus d'argent sans avoir à produire quoi que ce soit de nouveau. Vient ensuite le critère de l'unfair advantage, de l'avantage injuste. Ce critère est primordial chez Leonis Investissement et il sert à répondre à la question: qu'est-ce qui me prouve que c'est bien Respire qui va réussir sur le long terme et qu'un concurrent ne va pas venir faire exactement la même chose? Et si un concurrent vient faire exactement la même chose, qu'est-ce qui me prouve que dans la bataille entre les deux, Respire a un avantage injuste parce que le concurrent ne pourra pas l'obtenir, qui fait que c'est finalement Respire, par exemple, qui va gagner au final. De prime abord, la réponse pour Respire, c'est pas grand-chose. Il s'agit d'un simple déodorant. Les géants du marché sont tout à fait capables de produire un déodorant naturel très similaire, et eux, ils ont un avantage injuste que Respire n'a pas, à savoir tout leur réseau de distribution mondial, leur force de frappe en termes de marketing et de publicité qu'ils sont capables de déployer. Comment imaginer alors que ça pourrait être Respire qui gagne la bataille à la fin? Il existe néanmoins plusieurs pistes d'unfair advantage pour Respire. Tout d'abord, la formulation. On l'a évoqué, c'est une formulation qui fonctionne. Un déodorant naturel, certes, mais un déodorant naturel qui fonctionne, c'était plutôt une première. Ce n'est probablement pas impossible à recopier, mais ça leur donne quand même un léger avantage et une petite longueur d'avance. Il y a quelques années, on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine. La deuxième piste de l'unfair advantage est très intéressante parce que c'est justement la communauté de Respire. Cette communauté, elle est importante et elle est très engagée. Pour un concurrent qui voudrait faire la même chose, eh bien, il faudrait repartir de zéro, recréer une nouvelle communauté, et ça prend un temps fou, et il faut être capable de l'engager avec des valeurs, un branding et une communication. Respire a une vraie longueur d'avance, avec une communauté de plusieurs dizaines de milliers de fans ultra engagés. Un autre critère de Leonis Investissement qui n'est pas abordé dans le passage à la télévision, c'est la marge. Il faut savoir qu'il y a entre 1 heure et 2 heures de tournage pour l'émission et qu'il n'est diffusé que 10 minutes finalement à la télé, donc c'est un élément qui a probablement été abordé, mais que nous, téléspectateurs, nous n'avons pas vu. Pour autant, on peut supposer qu'ils ont un taux de marge assez classique dans cette industrie, entre 50 et 60% pour la vente en direct, et donc entre 20 et 30% pour la vente en magasin. On reviendra sur ce détail tout à l'heure. C'est pas mauvais comme marge, c'est pas exceptionnel non plus. C'est aussi l'un des avantages d'investir dans le digital. Ce que nous faisons chez Leonis, c'est qu'on a souvent des taux de marge qui sont plutôt compris entre 80 et 100%. Avec des produits physiques, on est souvent en dessous. Enfin, l'équipe, qui est également un critère d'investissement extrêmement important chez Leonis, a l'air complémentaire et solide, mais évidemment c'est très difficile de juger avec un simple passage télé et sans les avoir rencontrés. On apprendra également pendant leur passage télévision qu'ils ont un panier moyen à 6 €, ce qui est très très faible. Ça c'est plutôt un point négatif. On apprendra également qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui absolument aucun coût marketing, ce qui est exceptionnel. Ça démontre la puissance de leur communauté. Respire finit par obtenir un deal sur le plateau et à repartir heureux, mais finalement on apprendra quelques mois plus tard que Respire a décidé de refuser ce deal et de ne pas choisir de faire entrer les investisseurs au capital. On avait d'ailleurs vu sur le plateau qu'ils avaient refusé catégoriquement lorsqu'on leur avait proposé 4 fois plus d'argent pour 4 fois plus de capital, mais à une valorisation équivalente. Ils voulaient 100 000 pour 5%, on leur a proposé 400 000 pour 20%, ça reste la même valorisation. Et moi j'ai été surpris de voir qu'ils refusaient de façon aussi catégorique, aussi immédiate, parce que, par expérience, pour avoir vu beaucoup de ce genre de négociations, il y a souvent des startups qui sont tentées d'accepter, c'est la même valorisation, donc on ne dégrade pas bien sûr la valeur de leur entreprise, et ça leur donne 4 fois plus de moyens pour se développer. Ici, pendant l'émission, ils sont catégoriques, ils refusent immédiatement, et ils finissent après coup, même par refuser l'investissement des 100 000 € pour 5%. On a finalement le sentiment que Respire est un business assez mature pour ce genre d'émission, notamment par comparaison avec les autres startups plutôt débutantes et qui démarraient, qui sont elles aussi passées dans cette émission. Alors, qu'est-ce que Respire est vraiment venu faire sur ce plateau et dans l'émission Qui veut être mon associé? Est-ce que ce ne serait pas pour eux une simple action marketing? On a appris que ce passage télé a multiplié par 10
leur chiffre d'affaires sur le site internet le mois de la diffusion. Avec Yann, on a notre petite idée là-dessus, pas vrai? Tout à fait, Gabriel. Qu'est-ce que Respire a fait en termes de growth marketing pour en arriver là? Déjà, on a vu que leur croissance est indissociable du branding, qui permet de construire une communauté de vrais fans et de la recommandation. Donc du bouche à oreille. Mais comment cela se traduit en termes de communication par la suite? Eh bien, du MVB qu'on a vu ensemble, on peut décliner des content pillars, des piliers de contenu, des thématiques récurrentes sur lesquelles on va s'appuyer et qu'on va pouvoir décliner sur les différents médiums, ce qui va grandement faciliter la communication. Des éléments de langage à la newsletter, en passant par les textes du site et la moindre story Instagram. Comment sont exprimés les content pillars de Respire sur Instagram par exemple? On va regarder ça, comme ça on pourra remonter jusqu'aux thématiques choisies. On voit des posts qui sont liés au sport, comme je vous disais, ce qui d'ailleurs fait partie de l'histoire de Justinito, on en reparlera. Le sport, c'est l'efficacité, une des valeurs. Le sport, c'est la santé, une des valeurs également. Le sport, c'est aussi une aventure avec un objectif, comme l'aventure entrepreneuriale de Respire. Aventure entrepreneuriale qui apparaît en tant que telle avec les Respitch, des sessions où ils invitent des entrepreneurs à venir pitcher devant la communauté. L'entrepreneuriat est donc un content pillar important. Le côté naturel et sain est bien sûr présent dans le côté épuré des visuels, dans les posts évoquant un ingrédient naturel des produits, dans les story quiz sur les bienfaits naturels des produits, mais plus que le côté naturel, je pense que ce qui est visé avec ce type de post, c'est plus la transparence. Et c'est ça leur content pillar clé. La transparence pour créer de la confiance avec la communauté. Transparence qu'on retrouve dans la spontanéité des facecams de Justinito. Des facecams sur une opinion, sur une bonne nouvelle. Des facecams qui, vu la fréquence, sont très certainement orchestrés dans une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu plus globale, et ça se remarque pas particulièrement, donc c'est plutôt bien joué de leur part. Donc en gros, les content pillars utilisés par Respire sont la transparence, le sport, l'entrepreneuriat et le naturel. Tous les éléments de communication, tous les types de posts entrent dans ces 4 piliers, ce qui confirme nos hypothèses de MVB. En dehors des content pillars, on retrouve dans leur communication une multitude de petites astuces et recettes growth marketing plus classiques. Le petit mot à l'écriture manuscrite glissé dans chaque colis pour rappeler l'histoire, le fait de fêter des milestones comme les anniversaires, montrer des témoignages positifs pour renforcer la preuve sociale, les story press pour les arguments d'autorité du genre vu à la télé, l'utilisation des événements du calendrier qui collent avec les content pillars pour faire des posts affectifs, comme la journée de la Terre par exemple, le naturel, de la cross-promotion avec toutes les marques qui partagent de près ou de loin les content pillars, et qui surtout peuvent avoir une audience proche ou connexe, comme les autres pure players français, qui ont aussi émergé en vendant un why. Quand on se balade sur le site, il y a des lead magnets, vous donnez votre email et vous aurez peut-être la chance de gagner un produit. Cet email servira à faire du nurturing, donc réchauffer les gens qui ne sont pas encore clients, ou alors pour impliquer plus les clients dans le Respire Club et augmenter la rétention en les faisant participer. Depuis le début, il y a aussi chez Respire la profonde compréhension de l'intérêt de la recommandation dans la croissance organique. Respire envoie donc un questionnaire quelques mois après envoyer le produit pour mesurer la satisfaction client et le bouche-oreille. Exactement comme on peut faire avec les NPS, Net Promoter Score, une pratique utilisée par les logiciels SaaS où on évalue la possibilité de recommandation. Mais c'est pas tout, ils organisent aussi des programmes de parrainage, donc de recommandation, de referral. Bref, en fait, quand je regarde, je suis plutôt à me demander quelle optimisation growth marketing ils n'ont pas fait. Ils font quasiment tout ce qui est possible de faire. Désormais, en termes d'acquisition, ils font de la pub sur Facebook pour alimenter encore plus la machine à croissance organique. Pour modéliser la croissance d'une activité, on utilise le framework ARE. Acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Acquisition, les clients potentiels arrivent. Activation, ils comprennent la valeur ajoutée pour eux du produit. Rétention, ils restent dans la communauté, ils rachètent. Recommandation, ils en parlent autour d'eux. Revenu, c'est l'argent qui rentre. Mais pendant tout ce temps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils n'ont jamais payé pour des canaux d'acquisition. Et ce qui a permis cette croissance 100% organique, avec des super taux de passage sur les différentes étapes du framework ARE, c'est bien sûr le branding. Ce branding qui permet de raconter une histoire et créer une adhérence forte avec la marque. Mais la frontière entre le brand storytelling de la marque Respire et le personal branding de Justinito est très mince, voire même se confond parfois complètement. C'est pourquoi elle est toujours omniprésente partout dans la communication. Et pour cause, dès le début, c'est le personal branding de Justinito qui a porté le projet. Je vous propose de faire un retour rapide sur le go-to-market de Respire, la stratégie pour attaquer le marché. Au départ, Justinito a un compte Instagram qui s'appelle Justin Run, avec 20 000 followers quand même. Elle partage son aventure
aventure dans le running et remarque déjà qu'elle a une certaine facilité à partager, fédérer et enthousiasmer sa communauté autour de petits projets comme le semi-marathon de Paris. Elle devient une sorte d'influenceuse dans le petit monde du running. Cet épisode est essentiel car c'est là qu'elle fait ses premières armes sur l'art d'engager une communauté. L'idée c'est d'exploiter son talent et si possible de recycler sa communauté existante. Ce qui sera fait avec Respire. D'abord sous la forme d'une campagne crowdfunding sur Ulule. Mais pourquoi faire du crowdfunding ? Gabriel l'a évoqué, ça sert d'abord à financer la première production. Mais c'est pas vraiment pour cette raison qu'il a été décidé de lancer cette campagne. Justin Hutto explique que cela sert d'abord à se faire connaître et apparaître comme un porteur de projet. Deuxièmement, cela permet de jauger l'intérêt du marché. Si les gens achètent, c'est ok. Et enfin, en dernière position, éventuellement financer la première production. Le crowdfunding a été pour eux en réalité juste un support marketing, un tremplin qui a été parfaitement exécuté. Et ça s'était déjà vu peu avant, donc ils avaient déjà des exemples de réussite comme Asphalt ou Perus. Ces deux marques ont prouvé que le crowdfunding pouvait lancer des marques. Donc ça donne des idées forcément. Pour commencer, ils disposaient donc déjà d'une communauté sur laquelle s'appuyer. La communauté running de Justin Hutto. Ainsi qu'un début de communauté spécifique sur le futur produit, le Respire Club. On va en reparler par la suite. Le petit teasing sur le produit resté secret jusqu'au jour du lancement a fait son petit effet pour susciter l'intérêt de la communauté préexistante. Mais surtout, Justin Hutto a pu activer d'autres influenceurs pour relayer le lancement. Un petit réseau non négligeable, comme Lorman Odou par exemple. Le lancement, c'est primordial pour une campagne crowdfunding. Et pour que ça réussisse, il est important de mettre un objectif beaucoup plus bas que celui qui est vraiment visé. C'est ce qu'a fait Respire avec un objectif de 300 ventes. Alors qu'en réalité, il visait 3000 ventes. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir dire objectif atteint en 24 heures. De quoi donner des punchlines à tous les médias ou autres relais qui seraient tentés de souffler dans le sens du vent. Une fois que l'objectif est atteint et même complètement dépassé, c'est sûr que c'est beaucoup plus sympa de supporter le gros winner que le projet qui galère. Cela démultiplie l'envie de participer à la réussite d'un projet. Tout ça grâce à ce petit trick de preuve sociale. En plus de la preuve sociale, le crowdfunding est vraiment un support marketing génial pour activer sur une période très courte un maximum de biais psychologiques. Si tout le monde aime ce projet, c'est que c'est forcément bien. Biais cognitif de conformité. Si je distingue quelque chose de positif, ma vision par la suite du projet et de ses porteurs sera biaisée par cette première impression. Effet de halo. Et j'en passe. Le plus gros relais de croissance pour cette campagne n'a finalement pas été Instagram. Instagram a juste permis d'amorcer la pompe. C'est la vidéo sur LinkedIn qui a été le plus gros levier du succès de Respire sur Ulule. LinkedIn est le réseau qui leur a permis de faire le buzz. Et sur ce réseau pro, Justin Hutto a répliqué ce qu'elle savait parfaitement faire sur Instagram. À savoir partager une aventure, fédérer et enthousiasmer autour d'un projet. La seule différence, c'est qu'une course a été remplacée par un projet entrepreneurial, un nouveau moteur. Et la mayonnaise a pris tout de suite. Facilité par l'algorithme de LinkedIn qui permet une viralité beaucoup plus importante que les autres réseaux sociaux, chaque commentaire sur un post permet de toucher les relations de la personne qui a mis le commentaire. Si vous avez un contenu engageant qui favorise les commentaires, LinkedIn fera des étincelles. Avec juste 400 contacts au départ pour Justin Hutto, la vidéo de présentation du projet a fait 1,5 million de vues. Et là aussi, ça n'a pas été laissé au hasard. La vidéo est très bien construite comme une page de vente. La partie témoignage pour la preuve sociale, la partie qui sommes-nous pour la transparence, les détails du process pour la réassurance, Véronique, docteur en pharmacie depuis 30 ans pour l'argument d'autorité, etc. Il y a tout. Et ce plan-là, mon préféré, où on induit avec le décor l'authenticité de la fabrication. Ce qui a plu dans cette vidéo, c'est tout d'abord un vent de fraîcheur, avec la mise en scène d'une jeune entrepreneuse déterminée. Ce qui a déclenché des envies de participer, d'aider, de relayer, non sans parfois une certaine condescendance. Du genre, ah, on va l'aider la petite. Aussi, Justin Hutto est un modèle féminin moderne. À une époque où justement le manque de représentativité des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat devient un problème. Justin Hutto est donc ce modèle que beaucoup de femmes, enfin du moins sur LinkedIn, aimeraient être. Elle est jeune, belle, dynamique et atteint ses objectifs. Et en 24 heures en plus.
aider Justine Hutto à accomplir ses objectifs, suivre ses projets. C'est un peu comme vivre comme elle par procuration. Cela suscite de l'espoir. Pour ceux qui doutent de ce que je raconte, imaginez une seule seconde qu'à la place de Justine Hutto dans la vidéo de présentation, cela avait été l'autre cofondateur, Thomas Meheux, qui portait le projet. C'est bien sûr le storytelling de ce personnage-là qui a plu dans la vidéo. Une bonne histoire. Et une bonne histoire, ça prend toujours la même forme. Du roman Harry Potter à la dernière série Netflix, on a toujours le même arc narratif. Il s'agit d'un schéma qu'on retrouve partout et qui permet de captiver l'audience. Susciter des émotions, inciter les gens à passer à l'action et créer un lien émotionnel. L'arc narratif est basiquement de la forme suivante. Un héros qui rencontre un problème, s'ensuit une quête avec des obstacles où il va se trouver des alliés pour arriver à la résolution. Et enfin, la situation finale avec un changement. Quoi de mieux pour mettre en place un storytelling parfait que le cadre d'un crowdfunding? Car pour le coup, il y a une résolution évidente. On gagne ou on perd. Pour l'exemple de Respire, on a donc un héros, Justine Hutto. Un héros normal, réel et accessible. Ce qui est nécessaire pour l'identification de l'audience. Car il est nécessaire de créer de l'empathie avec le héros. Et ici, le héros crée de l'empathie d'entrée. Quand on m'a détecté une tumeur bénigne sous l'aisselle droite, je me suis mise à regarder de plus près ce que je m'appliquais sur la peau. Cela crée l'empathie et l'identification avec toutes les personnes qui ont eu peur, qui ont peur ou qui ont été touchées de près ou de loin par les conséquences de la toxicité des produits de consommation. Et en particulier les femmes pour commencer. Elles se mettent donc sur une quête, c'est pourquoi j'ai décidé. Les obstacles, c'est comment fabriquer ce déodorant parfait. Elles trouvent des alliés pour surmonter les obstacles, avec l'aide de Véronique, avec l'aide de la communauté, pour arriver sur la bataille finale pour la résolution, avec le call to action, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour lancer la production et faire du déodorant un soin qui se préoccupe de notre santé. Un magnifique call to action dans un storytelling qui fait mouche. Résultat, 21 018 unités prévendues. Mais pour Respire, il s'agit d'un storytelling à deux niveaux. Cette première aventure du crowdfunding n'est que l'amorçage. Après la réussite du projet, ça s'arrête pas là. On n'éteint pas la télé à la fin du crowdfunding. Notre héros va continuer son voyage, en rencontrer de nouveaux obstacles, se faire de nouveaux alliés, avec une quête constamment renouvelée. Respire, c'est un peu comme la franchise Harry Potter. Un héros qu'on continue à suivre au cours de ses aventures. De même qu'on regarde Harry Potter grandir d'un gamin à un jeune adulte, en s'attachant bien sûr à lui, on regarde Justine Hutto grandir. D'une jeune étudiante fraîchement diplômée qui veut lancer sa boîte, à un chef d'entreprise accompli. D'où l'importance cruciale de cette transparence, de cette spontanéité des facecams et de cette omniprésence de Justine Hutto dans la com de Respire. On veut la suite de l'aventure. Et ce n'est bien sûr pas le seul résultat positif qu'a permis cette campagne et sa vidéo sur LinkedIn. Cela a ouvert les portes à des distributeurs qui ont senti l'engouement de cette communauté naissante et ont pu constater la capacité de Justine Hutto à maintenir la rétention de sa communauté en partageant ses aventures. 6 mois plus tard, le produit a été référencé à l'échelle nationale dans les Monoprix, ce qui a bien sûr aidé à leur croissance, comme l'expliquait Gabriel tout à l'heure. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi aller en magasin quand on a tout fait online? Vendre en magasin physique, c'est sacrifier une grande partie de sa marge et donc de ses revenus. En effet, lorsqu'un magasin vend un produit, il garde en général 50% du prix de vente pour lui. C'est-à-dire que si vous achetez un produit 10 € chez Monoprix, il y a en général 5 € pour Monoprix et 5 € pour la marque qui vous vend le produit. Ça permet tout simplement à Monoprix de gagner sa vie, de payer le loyer du magasin, de payer les employés et bien sûr de dégager également une marge pour eux, c'est bien sûr leur business. Sauf que bien sûr, vous pouvez pas vous dire puisque je vais perdre 50% de ma marge, eh bien je vais vendre 2 fois plus cher. Ça marche pas comme ça. Le consommateur il connaît le prix final du produit et donc vous êtes obligé de vendre au même prix. Par conséquent, vous êtes obligé de sacrifier une très grande partie de votre marge. C'est la marque qui encaisse les coûts. Ça veut dire que si un déodorant Respire coûte 3 € à produire et qu'il est vendu 10 €, eh bien lorsque Respire le vend sur internet, il y a une marge de 7 €, 70%. Mais s'il est vendu en magasin Monoprix, il y a une marge de 2 €, soit 20%. Ça divise la marge presque par 4. C'est pour cette raison que la plupart des DNVB ne veulent surtout pas aller en magasin pour ne pas perdre cette marge. Les DNVB, c'est les Digitally Native Vertical Brands, ce sont des marques qui justement se créent uniquement sur internet et se servent des réseaux sociaux, des outils de communication, des newsletters, etc. pour vendre sans avoir besoin de magasins et de points de distribution, justement pour être capable de garder cette marge plus importante. Alors, pourquoi aller chez Monoprix quand on s'appelle Respire,
qu'on a déjà une communauté de plusieurs dizaines de milliers de fans prêts à acheter en ligne. Et pourquoi sacrifier sa marge? La crédibilité, d'abord. Pour Respire, c'est très important, on y reviendra. L'accès à des nouveaux clients, ensuite. Il y a beaucoup de clients de Monoprix qui ne connaissent pas Respire, et Respire a beau avoir une importante communauté, les clients de Monoprix sont beaucoup plus nombreux, avec plus de 800 000 clients chaque jour dans les magasins Monoprix, ce qui est bien plus que la communauté Respire. Enfin, pour ce qui concerne le déodorant en particulier, la plupart des achats se font en magasin, pour deux raisons. Premièrement, par habitude, je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas l'habitude de commander ton déodorant sur internet en général, tu vas le prendre au magasin à côté de chez toi, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est bien sûr parce que le client, il veut ouvrir, toucher le produit et il veut le sentir. L'odeur d'un déodorant c'est bien sûr important, c'est quelque chose qu'on va porter sur nous. Et d'ailleurs, les déodorants Respire sentent plutôt bon, et ça évidemment c'est pas un hasard. Encore une opportunité qui se présente, et nos deux compères sautent sur l'occasion. Résultat, aujourd'hui, la moitié des ventes de Respire se fait en magasin. Aujourd'hui, Respire est une marque bien installée. C'est plus du tout ce petit projet qui a besoin d'un coup de pouce. Et on est bien sûr hyper admiratif par tout le travail qui a été accompli par les deux cofondateurs. Si tout a été construit à la force de la croissance organique, Respire maîtrise la rétention, la recommandation et bien sûr l'activation avec un branding incroyable. Ils n'ont plus qu'à investir dans l'acquisition pour faire gonfler les revenus. Dans leur acquisition payante, il y a bien sûr de la pub Facebook, ça on l'a vu, mais désormais Respire démarche les pharmacies avec des commerciaux. Pourquoi? Eh bien pour être présent sur le parcours d'achat des gens qui achètent leurs produits cosmétiques dans les pharmacies. Ce dernier point est très intéressant car justement les pharmacies ne sont pas juste une source d'acquisition pour Respire. Cela sert de caution médicale pour asseoir une crédibilité. Mais du coup la question que je me pose, pourquoi ce besoin de crédibilité? Eh bien Respire a été énormément critiqué, à tort ou à raison, d'abord par la communauté verte. Et pas sans motif d'ailleurs, c'est Respire qui a déclenché la guerre en premier, en affirmant être le premier déodorant naturel et sain sur le marché. Il existait bien évidemment d'autres déodorants naturels sur le marché bien avant Respire, mais quel intérêt de raconter ça? Il vaut mieux être le héros d'une quête qui va mener au premier déodorant sain. Le storytelling d'abord. Ils ont aussi été attaqués par les gens de la cosmétique, qui ont révélé cette histoire de marque blanche ou de chronologie qui ne colle pas. Ils ont donc dû mettre en place une veille et un process pour répondre aux critiques avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Justine Hutto va même répondre elle-même sur les principaux foyers de critiques. La communication de Respire a été très critiquée également, car plutôt caricaturale, pour les initiés au marketing, toutes les techniques sont jouées à fond et sans retenue. Et c'est d'ailleurs la constante dans les choix marketing, la force avec laquelle ils actionnent chaque levier possible. On n'est jamais dans la demi-mesure, quitte à prendre des raccourcis. En préparant cette analyse, on a découvert que le surnom que le père de Justine Hutto lui donnait étant enfant était le bulldozer. Alors on veut pas minimiser l'apport de Thomas Méheux, mais là du coup il y a plein de choses qui prennent leur sens. Cela explique cette impression qu'on a qu'ils sautent sur absolument toutes les possibilités qui se présentent pour faire plus de ventes. S'ils peuvent, ils seront vegan et made in France. S'ils peuvent, ils feront l'émission Qui veut être mon associé, juste pour l'exposition dans les ménages et les ventes qui suivent, pas parce qu'ils ont besoin d'associés. S'ils peuvent, ils feront de la cross-promotion avec une marque qui a une audience qui les intéresse, même si celle-ci n'a pas spécialement de valeur commune avec eux. De mon point de vue, ça fait perdre un peu en cohérence sur le branding, mais c'est une opportunité business. S'ils peuvent, ils iront dans les Monoprix et dans les Sephora. S'ils peuvent, ils reverseront 1 € sur toutes les commandes pour la journée de la Terre. S'ils peuvent, ils feront miroiter le gain d'un déodorant pour récupérer un email. S'ils peuvent, ils fêteront leur 1 an, alors que ça fait plus d'1 an et demi qu'ils existent, juste pour envoyer un communiqué de presse et montrer des accomplissements en à peine 1 an. Sans compter le storytelling sur la tumeur au sein, qui pour beaucoup de monde ne passe pas vraiment, etc. Une façon de faire qui plaît pas à tout le monde, certes, mais qui démontre une pugnacité à toute épreuve et qui est vraiment impressionnante. De toute façon, j'en parle souvent sur ma chaîne, mais personne ne peut prétendre savoir où placer le curseur de la moralité dans les pratiques marketing. Mais c'est justement cette façon de faire qui a mené Justine Hutto dans son aventure entrepreneuriale. Pour son mémoire de fin d'études à HEC Montréal, Justine Hutto n'a pas hésité à se transformer en personnage fictif, fan de course à pied, pour créer son compte Instagram Justin Run. C'est ce compte qui a d'ailleurs marqué le début de l'aventure. Fake it until you make it, c'est l'adage dans le milieu startup. Ici, il n'est pas appliqué avec Justine Hutto, il est plutôt sublimé. Pas étonnant que la transparence apparente de Respire par la suite n'est pas toujours de la transparence réelle. La réussite du projet Respire, au-delà d'une scénarisation efficace,
vient de la volonté d'engager une communauté. Pourquoi ? Pour bénéficier de la puissance du marketing de tribu. Cette volonté est présente dès le début, avec les Respire Club, des réunions hebdomadaires de 15 personnes pour recueillir des avis, échanger, pour engager les gens, les faire participer et amorcer une communauté autour d'un why. Afin que cette communauté ne soit pas juste spectateur, mais se sente et devienne acteur de cette belle histoire qui est racontée. Une belle histoire que tout le monde a envie de suivre, le personnage et les décors sont en place, et peu importe si l'envers du décor n'est pas aussi parfait qu'il est présenté, on a tous envie d'y croire.